La ronde du temps me fait tourner la tête, ta main dans ma main. J'aimerais être amoureuse à chaque seconde qui passe, avec un cœur gros comme le monde. J'aimerais savoir dire oui, un oui poétique, harmonieux, rond comme le monde. J'aimerais me laisser traverser par la vie, comme on se laisse traverser par la musique de Bach, pour toucher la perfection du monde. J'aimerais accrocher des ballons de couleur à mes pensées, pour qu'elles s'envolent un peu plus haut et fassent le tour du monde. J'aimerais ne rien vouloir, simplement accueillir le monde. Nathalie Héritier, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, conteuse, thérapeute en eurythmie, un terme quelque peu intrigant, mystérieux, dirais-je. On va le savoir peut-être un peu plus tard dans notre entretien. Vous êtes une authentique saviésane. Je sais, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Et d'ailleurs, vous nous accueillez ici, dans l'antichambre du Baladin, le théâtre très célèbre à Savièse. Pourquoi ce choix ? D'abord, je ne suis pas tout à fait une authentique, je suis une importée saviésane. D'accord. Par mariage, je m'y sens très bien. Et puis ce théâtre, parce que je trouve que c'est vraiment important de valoriser les arts de la scène. Alors comme je suis conteuse, comme j'adore le théâtre, je trouve que cette salle de spectacle, elle est magnifique. Il y a beaucoup de concerts, de pièces, de spectacles de toutes sortes qui s'y passent. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit, parce qu'avec le théâtre, avec la scène, on est dans le vrai. Vous jouez d'ailleurs dans une troupe théâtrale très connue, Vamolo Tremolo, c'est bien juste ? Oui, les Vamolo Tremolo, exactement. Théâtre musical. D'accord. Oui. Alors dites-moi, on vient d'écouter en intro une lecture de texte avec un guitariste qui se nomme Nicolas Deletro. Un texte vraiment subtil, une belle harmonie qui évoque l'amour d'ailleurs. Qu'est-ce que représente l'amour pour vous ? Ah, c'est vrai que c'est un grand mot un peu fourre-tout, mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de plus important que d'apprendre à aimer ? Tout nous y amène, tout. Donc j'aime bien écrire sur ce sujet parce que parler d'amour, c'est parler de la vie. Voilà. Quand vous dites « j'aimerais avoir un cœur gros comme le monde », c'est quelque chose de très vaste quelque part. Quel sens précis ? J'ai l'impression que toutes les situations qui nous sont données, elles sont là pour qu'on apprenne à mieux se connaître, à mieux s'aimer et à mieux aimer les autres. Donc du coup, si un jour j'aurais un cœur gros comme le monde, eh bien je pourrais accepter le monde tel qu'il est, sans plus me faire de mal, sans plus faire de mal aux autres. Mais au fond, est-ce peut-être votre parcours de vie qui est le sens pur de l'amour ? Disons que j'ai jamais eu aucune ambition professionnelle. C'est vraiment un truc que je connais pas. J'ai toujours suivi un petit peu la vie où elle m'emmenait. Et puis la seule chose qui m'a intéressée, ce sont les rapports humains. Voilà, j'ai lu un petit peu votre biographie, bien évidemment. La nature humaine, les liens sociaux et ces rapports humains, pour vous, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, parce que sans les autres, je ne vois pas... Est-ce que vous faites preuve d'altruisme ? J'essaye tant que possible. Mais je me rends bien compte qu'il y a plein de pièges aussi dans l'altruisme. On croit faire quelque chose pour les autres, puis finalement on le fait pour soi. C'est subtil, c'est difficile, c'est un apprentissage. Vous êtes mère de famille de 3 garçons.
Est-ce que ça vous a dirigé vers ce côté un petit peu, comment dirais-je, altruiste que je viens d'évoquer? Disons que pour moi, mettre un enfant au monde, c'est un choix. C'est le choix de mettre ma vie de côté à un moment pour m'en occuper, parce que j'ai envie de leur transmettre des valeurs qui me sont chères. Et quand je dis sacrifice, c'est dans le bon sens du terme, dans le beau sens du terme. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait au détriment d'autre chose, c'est parce que j'en avais envie. Donc je me suis vraiment consacrée à leur éducation jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour être autonomes. Et ben oui, forcément, parce que quand on a des enfants, les enfants ne font pas toujours ce que vous voulez. On est confronté tout le temps à des petits conflits. Il faut quand même que je vous dise, je pense que votre mari y a contribué aussi. Ah ben bien sûr, On est bien d'accord. sûr. Clairement. Alors, je le sais, vous êtes avide d'apprendre et de transmettre votre savoir. Alors, vous avez accompli diverses formations. Parlez-nous-en en quelques mots. Disons, j'ai 2 formations sur le tard qui sont celles en psychokinésiologie, parce que quand j'ai eu les enfants, j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la santé. Déjà pour eux, pour savoir comment les soigner, comment mieux connaître justement leur santé et les moyens de les maintenir en bonne santé. Et puis ensuite, j'ai fait ma formation de rythmiste. Le rythmie est un art du mouvement qui est en lien avec les sonorités du langage. Je me permets de vous dire, parce que ce mot, je le sais, est très compliqué pour le commun des mortels, le rythmie, c'est quoi et ça sert à quoi surtout? Alors le rythmie, c'est d'abord un art. Par exemple, quand vous dites partout sur la Terre, quand vous prononcez une sonorité, A, eh ben, tout le monde, tous les êtres humains doivent faire le même mouvement pour faire le son A. Et ce qui me fascine, c'est de me dire qu'à l'origine de chaque son, il y a un mouvement. Eh ben, j'ai dû faire un mouvement pour qu'il y ait un son. Et quand on parle, il y a un micro-mouvement qui se fait au niveau du larynx, de la langue. Et quand on parle, quand on a ces sonorités, qu'on met des sonorités ensemble pour faire un mot, eh bien, on fait des mouvements. Et le rythmie, ça consiste à reproduire ces mêmes micro-mouvements, mais avec le corps tout entier. Et quand on fait ça, on s'harmonise avec toutes ces forces sonores qui constituent notre environnement finalement. Et ce qui est incroyable, c'est de se dire que dans le monde entier, on a à peu près 22 sonorités communes. C'est pas beaucoup. Non. Il y a quelques petites différences. Par exemple, le E, c'est un O ouvert. C'est comme si on mettait un dièse à une note. Et avec ces 22 sonorités de l'alphabet, on fait toutes les langues. Je trouve ça complètement fou et je trouve que ça nous rassemble. Et quand j'enseigne le rythmie aux petits, par exemple, dans certaines écoles, je vois que les petits ont perdu déjà un petit le côté de l'oralité. Ils sont déjà... Elliot qui me dit « Oui, mais il y a 2 T, pourquoi on ne fait pas 2 T ?» Je lui dis « Mais est-ce qu'on dit Elliot T ?» Et ils sont déjà dans l'écrit, on est déjà en train de les formater pour l'écrit. Et je trouve dommage qu'on oublie à ce point l'oralité. Alors, vous parlez d'enfants, mais en fait, le rythmie sert pour qui, en fait? Pour des adultes aussi, vraisemblablement. Pour tout le monde. On peut dire qu'on peut pratiquer le rythmie comme on pratiquerait du yoga, par exemple, ou une forme de gymnastique. Et puis ça donne vraiment une certaine plasticité à l'âme, j'aime bien dire ça aussi, aux émotions. Ça nous apprend à accepter nos émotions, à vivre avec, parce qu'il y a toujours cette tendance à dire « Ah oui, mais tu ne dois pas pleurer, il ne faut pas être triste pour ça ». Une émotion est une émotion et elle a lieu d'être et elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement là. Alors, toujours en lien avec votre biographie, je constate que vous êtes émerveillé par le monde invisible. C'est juste? Oui, ah oui, complètement. Parlez-nous-en. Ça peut paraître très étrange, mais depuis que j'existe, en fait, depuis que je suis née, je sais que j'existais avant. C'est difficile à expliquer, je suis née avec ça. Mais sous quelle forme? Sous une forme... Donc, avant d'avoir un corps, je savais que j'existais. Donc, en tant que... Je ne sais pas si on peut dire en tant qu'esprit ou âme, mais je savais que j'existais déjà. Voilà. Et je suis née avec ça, avec cette certitude-là. Donc, ce ne sont ni mes parents, ni mon entourage qui m'en ont parlé. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils soient complètement convaincus de ça. Et toute petite, j'avais toujours comme une voix, c'est une image, parce que ce n'est pas une voix comme ça, mais une voix intérieure
qui m'a guidée et qui me racontait plein de choses très intéressantes. Mais en fait, vous êtes croyante, Oui, je suis fondamentalement chrétienne, vraiment. Ouais. mais vous avez ce côté mystique en vous, alors, si j'ai bien saisi. Oui, oui, j'ai vraiment la foi en une grandeur supérieure qui est là. Et je trouve que c'est important qu'on collabore avec cette force spirituelle. Et comme j'ai cette possibilité d'être en lien avec les personnes décédées, eh bien, tout au long de mon parcours, ça m'a aussi appris qu'on peut vraiment collaborer avec eux et que c'est important de collaborer avec eux. Ce rapport avec les défunts, avec les vivants, il me semble que vous êtes quelque part un peu médium. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais pour moi, un artiste est aussi médium parce il rend visible quelque chose d'invisible. Et là, quand on parle de défunts, par exemple, les défunts ne sont pas visibles. Et tout à coup, on peut entendre ou comprendre ce qu'un défunt aimerait dire ou bien ce qu'un défunt ressent. Lorsque l'on perd quelqu'un, on a toujours tendance à découvrir ces personnes qui ont cette force supérieure, qui nous apportent quelques conseils ou quelques paroles pour peut-être éviter un petit peu la souffrance que l'on vit. Oui, ça peut amener du réconfort. Et moi, je dirais que ça va dans les deux sens, parce que mourir, c'est aussi une épreuve. Je veux dire, la naissance est une épreuve, on le sait bien, mais la mort, c'est aussi une épreuve. Et donc, du coup, de maintenir un lien chaleureux, je trouve que c'est important. Vous êtes quelqu'un de fondamentalement cérébral, je crois. Non ? Je ne sais pas. Parce que, Je ne sais pas. est-ce que ça vous arrive d'avoir comment dirais-je, un appel intérieur en vous regardant dans le miroir et vous dire qui suis-je en fait ? Ça vous arrive ? Bien sûr. Comme on devrait peut-être être chacun d'entre nous, souvent. Bien sûr, c'est une question que je me pose. Et en me posant cette question, j'ai obtenu un élément de réponse. En tout cas, c'est au-delà de savoir qui je suis vraiment au fond, c'est qu'est-ce que je veux faire. Et il m'est venu vraiment très fortement le souvenir, si j'ose dire comme ça, d'un pacte que j'ai fait avant ma naissance avec le monde spirituel, où il me semble que mon rôle et ce que je désire le plus, c'est de faire comprendre aux gens à quel point c'est important de collaborer avec ce monde invisible et de garder des liens vivants avec nos défunts. Ouais, donc, en fait, vous avez deux vies. Vous partagez votre vie avec les défunts et avec les vivants. Oui, parce que Ça c'est la vous même permet vie. d'avoir une sorte de, comment dirais-je, un mélange, un doux mélange pour vivre votre vie. Mais ce que j'ai envie de vous dire, si je regarde votre famille, vos 3 enfants, votre mari, est-ce que vous avez beaucoup de dialogue entre vous sur ces points-là précisément ? Est-ce qu'il vous aide à vivre cette vie ? Ben, disons que par les expériences qu'on vit ensemble, forcément que ça m'en apprend toujours. Les enfants petits m'ont énormément appris sur moi et m'ont fait travailler parce que ça ne se passe pas toujours comme on a envie que ça se passe. Donc voilà. Mais après, pour ces questions de relations avec les défunts, on va dire que c'est quelque chose d'assez naturel et on n'en parle pas plus qu'autre chose. D'accord, d'accord. Êtes-vous une femme intuitive ? L'intuition chez vous fait vraiment partie intégrante de l'essentiel de votre existence ou pas ? Oui, oui, oui. J'aime bien. Je m'applique, parce que c'est pas toujours facile et j'y arrive pas toujours, mais je m'applique à écouter cette petite voix des étoiles à l'intérieur, que j'appelle aussi intuition. Hein. C'est aussi un grand mot vague, intuition. Est-ce que vous êtes sensible à la valeur de l'instant présent ? On dit toujours, il faut profiter de la vie, il faut vivre l'instant présent. Est-ce que chez vous, c'est quelque chose qui est important, vivre l'instant présent ? Oui, je trouve que c'est super important. Mais je trouve que c'est important de vivre l'instant présent. Ben, par exemple, quand je parlais tout à l'heure des arts de la scène, des arts vivants, ben voilà, quand vous êtes sur une scène et que vous avez un public et que vous vous mettez à parler, à chanter, à jouer d'un instrument, ben vous êtes sans filet. Et c'est ça l'instant présent. C'est que même si vous vous plantez, ben vous vous plantez dans l'instant présent. Et pour moi, rien ne peut remplacer ça. On a tellement l'habitude aussi, à travers les écrans, de toujours corriger les enregistrements, on les améliore. Et ça, c'est pas la réalité.
Et pour moi, l'instant présent, c'est avoir un lien avec la réalité. Ça veut dire qu'on doit prendre en compte ce qu'on a appris dans le passé. On vit ce qui se passe maintenant, parce que l'instant présent, c'est un concept. À partir du moment où on parle de l'instant présent, on n'y est déjà plus. Hein. Bien sûr, tout à fait. Donc on est obligé de prendre en compte ce qui s'est passé et puis de projeter un petit peu, de laisser venir, plutôt que de projeter, de laisser venir le futur à soi. Et ça me passionne. La méditation chez vous, c'est aussi un rôle important Oui. dans votre vie? Alors comme je suis un être de mouvement, moi, de faire une méditation assise sans bouger, ça ne me correspond pas. Par contre, grâce au mouvement rythmique, je rentre en méditation avec ces mouvements. Ou bien on a une marche aussi, justement, où on apprend l'instant présent, où on décortique cette marche. Et ça m'apporte beaucoup dans ma vie. Ça m'aide beaucoup à être plus droite dans mes baskets et plus là. Mais la nature, la découverte de la forêt, la découverte d'un endroit verdoyant, est-ce que ça vous permet également de vous ressourcer quelque part? Alors, absolument. Et dans la nature, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la nature ne produit pas de pensées. Donc, quand on a des pensées négatives, ces pensées, elles peuvent s'accrocher à rien du tout. Et au bout d'un moment, si on prend le temps de rester suffisamment longtemps, nos pensées, elles se diluent. Et je trouve important, justement, avec les enfants, je trouve qu'on ne fait pas assez ça avec les enfants, de les laisser contempler la nature plutôt que de toujours tout vouloir leur expliquer, mais juste d'être dans la nature et de vivre dans la nature de manière naturelle et spontanée. Tous ces termes qu'on vient d'évoquer maintenant, et vous avez d'ailleurs développé quelques-uns d'entre eux, eh bien ces termes, on les retrouve dans vos ouvrages qu'on voit face à nous ici. Vous avez en tout cas 3 livres et on découvre tous ces termes. Quelle est l'importance pour vous de l'écriture dans votre existence? J'ai toujours adoré lire et j'adore écrire. Maintenant, j'adore mettre des mots de nouveau sur l'invisible. J'essaye de rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que je mets des mots, je ne raconte pas vraiment des histoires dans mes livres. Hein. J'utilise les mots pour donner une couleur à nos émotions, à nos sentiments, à ce qu'on peut ressentir. Et donc, tout est matière à inspiration. Je trouve ça assez formidable. La vie elle-même, elle nous donne plein de réponses tout le temps. J'allais venir précisément sur l'inspiration. Pour écrire des livres, il faut avoir l'inspiration. Où la trouvez-vous? Je pense que j'ai eu la chance en tant qu'enfant d'avoir pu jouer dehors tout le temps, d'avoir été en contact avec la vraie vie tout le temps et de développer mon imagination. C'est-à-dire qu'on pouvait rester des heures à ne rien faire et personne s'en inquiétait. On regardait les nuages se faire et se défaire et ça stimulait et ça formait l'imagination. Et je connais une dame qui va bientôt avoir 100 ans qui me disait il y a quelques jours, on ne peut pas être intelligent si on n'a pas d'imagination. Ça m'a fait tellement rire. Et je me suis dit, c'est vrai finalement. L'imagination, elle permet de trouver des solutions, elle permet d'observer et puis de trouver les mots qui vont pour décrire certaines situations. Elle permet d'être en amour hyper créatif. Elle permet aux artistes de donner aussi le meilleur d'eux-mêmes avec originalité. Je pense que l'imagination est une clé incroyable pour l'inspiration et pour la vie en général. Et vous l'avez? Oui, j'ai la chance de l'avoir. J'ai vraiment cette chance-là. C'est un don peut-être? Peut-être. Mais je pense qu'on peut le cultiver enfant. Dites-moi, conteuse vous l'êtes, écrivaine aussi, y a-t-il un lien entre les deux, concrètement? Oui. Oui, parce que j'aime les mots. Et raconter des histoires, ça me plaît, ça me met dans une ambiance d'enfant, même s'il y a des contes pour adultes, hein, des contes de sagesse pour adultes. Mais j'aime bien ce côté justement simple. Avec le conte, on va directement avec les gens, on est là, on parle, il n'y a pas de chichi. Ça me rappelle les veillées de l'époque où voilà, on raconte des histoires, on boit quelque chose de chaud et on rigole. Et je trouve que ça rapproche beaucoup les gens. Et les livres permettent aussi de se sentir concerné par les mots. Dites-moi, vous aimez raconter des histoires sur la transmission ancestrale, de parler un petit peu du passé, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez peut-être une autre vie avant.
revenir dans le passé, ça vous plaît de raconter des histoires de ce type? Oui, j'aime bien, mais j'aime bien parce que je suis curieuse. Donc j'aime bien m'intéresser à comment on vivait avant. Après, je ne sais pas si j'aimerais, je ne crois pas que j'aimerais y retourner. Enfin, je ne me suis pas vraiment posé la question, mais j'essaye déjà de m'intégrer dans cette vie de manière harmonieuse, c'est déjà pas mal. Donc c'est vraiment de la curiosité. J'aime bien raconter des histoires d'antan, mais parce que j'aime bien la simplicité. Moi, j'aimerais vous dire, puisque vous avez des moments d'enseignement dans votre vie, vous avez 3 enfants, l'éducation des enfants aujourd'hui, quel regard portez-vous? Avec peut-être celui d'avant. Justement, il me semble qu'on devrait vraiment s'appliquer à laisser plus de place à l'enfance. Je vois maintenant les petits, ils sont tellement bookés, ils ont un agenda avec toutes les... On devrait laisser plus de temps au temps pour qu'ils développent leur imagination, pour qu'ils développent des forces. Parce que l'imagination, c'est aussi une force, justement, comme je disais, pour trouver des ressources. Moi, par exemple, la nature, elle me donne beaucoup de force. Quand je vais voir un spectacle, ça me donne de la force, ça me touche. J'écoute une musique, ça me touche. Et quand je suis touchée comme ça, c'est un endroit à l'intérieur de moi où je peux aller me réfugier quand les choses vont mal. Et qui me donne de la force pour retourner dans le monde avec un peu plus de vigueur et de joie. Donc, je trouve qu'on devrait laisser aux enfants un peu plus de temps et on devrait leur permettre de développer leur imagination sans intervenir constamment avec des choses toutes faites. On le voit, manifestement, vous êtes doté d'un esprit très créatif. Et moi, j'ai envie de terminer un peu cette émission avec le fait que vous êtes comédienne à vos heures de loisirs. Parlez-nous de Vamolo Tremolo, en quelques mots. C'est un petit collectif, donc nous sommes 4 et nous aimons le chant. Nous ne sommes pas du tout des chanteurs professionnels, mais nous aimons bien créer des spectacles théâtre musical avec des chants et un petit peu de texte qui parlent de sujets un petit peu chauds du moment. Là, le dernier qui s'appelle Permafrost en sol mineur, on parle justement du permafrost et comment... disons que ce serait important qu'on s'y penche un peu plus sérieusement. Voilà. Mais on s'amuse beaucoup et on a le luxe justement de pouvoir jouer comme on veut, avec du plaisir et avec le cœur. Il est presque temps de nous quitter. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens aujourd'hui qui nous regardent? De chercher le beau, l'harmonie, et de profiter ce qui vient tout en ayant confiance, tout en laissant les forces du futur arriver. On ne peut pas changer ce qui se passe, mais on peut s'appliquer à rester calme à l'intérieur. Merci beaucoup. Nathalie Héritier, nous avons reçu, nous avons permis de vous connaître aujourd'hui et on va se quitter en délicatesse, puisque vous allez nous offrir, qu'est-ce que vous allez nous offrir pour finir cette émission? D'un tout petit extrait de Monelia ou La vie des morts, avec Nicolas Deletro, guitariste, juste pour partir dans ce monde, ouvrir une petite porte dans ce monde invisible. On se réjouit beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. Parfois, on entend au fond de nous une petite voix. Puis tout à coup, on sait des choses qu'on ignorait 2 secondes plus tôt. On a tous vécu ces instants particuliers hors du temps, où le chemin à suivre semble soudain aussi clair que de l'eau de roche. Ces instants sont si fulgurants qu'ils passent souvent inaperçus. Alors, si nous arrêtions de courir, rien qu'un petit moment, pour cueillir un peu de cette sagesse du ciel, pour entendre ce que les âmes se murmurent entre elles, pour humer le délicat parfum de leur présence.
Humain passionnément avec les meubles Descartes à Saxon.